Donc envoyer le GIGN de Libreville en urgence, on parle de quasiment 400 à 500 km sur des voies qui ne sont pas forcément carrossables en toute saison, c'est pas des autoroutes. Donc en plus la décision a été prise dans l'urgence. Des fonds ont dû être donc débloqués, certainement soit par l'État, voire par la société pétrolière elle-même, tellement notre État est indigent, incapable de pouvoir pallier à une urgence. Quand vous voyez l'issue de cette prise d'otage, ça donne même l'impression que l'ordre avait été donné depuis le départ de faire un exemple et quoi qu'il advienne, de l'abattre. On a vraiment l'impression que le but était de choquer afin que plus personne n'ose de tels actes de désespoir. Comment pouvez-vous m'expliquer, comme je vous le disais, que la garde républicaine est la seule unité de l'armée gabonaise à avoir autant de dotations, autant de formations et d'entraînement? Ailleurs, je le répète à nouveau, la garde républicaine ne sert que pour la parade et la protection des bâtiments institutionnels. C'est ça sa mission. Mais au Gabon, elle est une brigade de maintien de l'ordre, une brigade contre les orpailleurs illégaux. Enfin, à quelle heure la garde républicaine doit combattre les orpailleurs illégaux? Que fait la gendarmerie ou l'armée de terre? Et donc, de tous les fléaux qu'il y a dans ce Gabon, ce n'est que contre les orpailleurs que la garde républicaine devait donc se doter d'une nouvelle brigade? Est-ce à comprendre que le régime a des intérêts dans l'exploitation de l'or? Excusez-nous de nous interroger. Est-ce que vraiment là, je cherche à comprendre? Aïe, c'est votre GSW. On est réunis aujourd'hui pour parler politique gabonaise principalement. Cette vidéo normalement n'était pas prévue. J'aurais dû vous sortir ce soir, dimanche 23 juillet, une demi-heure Géopol qui traitait de trois sujets différents. Donc le bilan des 100 jours décrétés par Emmanuel Macron, Kylian Mbappé qui allait faire un tour au Cameroun et où on parle de Franck Biya qui serait derrière ce déplacement au Cameroun, qui l'aurait grandement financé. Et le troisième sujet de mémoire, c'était donc sur la mise à la découpe du groupe d'Evgeny Prigojine en Russie. Mais comme l'actualité s'est bousculée au Gabon, j'ai préféré donc différer la vidéo qui devait sortir ce soir, sortira mardi, voire mercredi. Aujourd'hui, on va parler donc de politique gabonaise. Il y a des événements qui ne s'étaient jamais passés jusque-là. On parle de prise d'otage qu'il y a eu en début de semaine dernière, qui est en train de s'écouler là, de 4 employés d'une société pétrolière. Et donc, on va traiter cette actualité et tous les autres événements qui se sont produits courant cette semaine au Gabon. Donc voilà comment va s'articuler la vidéo de ce jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en penserez. Vos avis sont attendus en commentaire. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous. Parce que là, je vais vous donner mon avis, mais le vôtre importe également grandement. Donc on va pas prendre plus de temps, vu que ça va être une vidéo assez chargée. On va y aller dès à présent. C'est parti. Les entreprises ont signé des partenariats avec le département dans le cadre social. Ils devaient accompagner les riverains, les populations qu'ils ont trouvées dans des projets tels que l'éducation, la santé, le travail et le financement parfois de certaines bourses. Mais malheureusement, nous ne voyons pas cela. Du mardi 18 au jeudi 20 juillet dernier, Glenn Boudende, un jeune Gabonais vivant dans le département de la Ndulu, province de Langounié, a pris en otage 4 employés de la société pétrolière Adex Petroleum. Cette société exploite donc des puits de pétrole dans ce département. Ce jeune Gabonais était armé d'un fusil de chasse de type calibre 12. Après le rapt, il s'est replié dans la forêt avec ses otages. Le groupement d'intervention de la gendarmerie, le GIGN, a été envoyé de Libreville. Au bout de 48 heures de recherche, ils l'ont retrouvé et alors même qu'il avait abandonné son arme et les cartouches, il a été abattu. Quand vous savez le manque de moyens qui frappe les forces de défense et de sécurité, il manque très souvent de voitures, il manque très souvent d'essence. Rappelez-vous le naufrage de l'Ester Miracle. Il aura fallu que ce soit un bateau de pêcheurs, un chalutier, qui est allé donc les secourir après que les rescapés soient restés quasiment pendant 8 heures dans l'eau. Tout simplement parce que les pompiers, l'armée, voire la gendarmerie nationale manquaient d'embarcations et de gasoil. Donc envoyer le GIGN de Libreville en urgence, on parle de quasiment 400 à 500 km sur des voies qui sont pas forcément carrossables en toute saison. C'est pas des autoroutes. Donc en plus, la décision a été prise dans l'urgence. Des fonds ont dû être donc débloqués, certainement soit par l'État, voire par la société pétrolière elle-même, tellement notre État est indigent, incapable de pouvoir pallier à une urgence. Quand vous voyez l'issue de cette prise d'otage, ça donne même l'impression que l'ordre avait été donné depuis le départ de faire un exemple et quoi qu'il advienne, de l'abattre. On a vraiment l'impression que le but était de choquer afin que
plus personne n'ose de tels actes de désespoir. Pourquoi abattre un de ses citoyens qui est désarmé? Si ce compatriote est allé jusqu'à enlever des gens, c'est pour attirer l'attention de l'opinion sur l'injustice que vivent les populations de cette localité. Ils vivent dans la misère alors que leur sous-sol génère des milliards de francs CFA. Ces compagnies exploitent leurs ressources naturelles, donc on parle quand même de bois, de pétrole, et pour la région par exemple du Haut-Togo et de manganèse, mais la population et les contrées ne bénéficient d'aucune retombée, alors même que les codes miniers, le code forestier et même celui des hydrocarbures prévoient que des redevances doivent être versées au fonds de financement communautaire et au financement des collectivités locales. Ces sociétés opérant dans ces secteurs sont dans l'obligation de verser 10% de leur chiffre d'affaires pour financer le développement de ces régions. On ne doute pas qu'elles le fassent. Si on part de ce principe qu'elles ont bien versé cet argent, quelle destination a-t-il pris? Parce que sur place, les Gabonais qui vivent dans ces zones ne voient absolument rien sur le terrain. Et à défaut que les conditions de vie s'améliorent, elles empirent. Il y a des manques d'infrastructures routières, manque d'écoles, un chômage qui est au plafond. Le seul dispensaire, par exemple, de la zone de Glen-Boudende, celui donc le dispensaire de Mengo, dans le département de Mandjindolu, a fermé dernièrement, laissant les populations sans structure sanitaire. En cas d'urgence, pour les plus chanceux qui ont un 4x4, ils sont obligés d'aller jusqu'à Mouila. Mouila est à 240 km de Mandji. Et comme je le disais tout à l'heure, les routes au Gabon ne sont pas praticables ni carrossables en toute saison. Il y a très souvent des bourbiers. Donc imaginez une femme qui doit accoucher, il y a eu des complications, il faut l'amener à Mouila. Elle a tout le temps de mourir sur la route. Pareil pour les gens qui sont malades ou qui ont eu un accident. C'est grave quand même. Cet état qui est pourtant sur le papier un état rigissime, mais dans les faits est un état indigent. Et voilà dans quelle situation ces citoyens vivent. À Mandjindolu, Adax génère 200 milliards de francs CFA par an. 200 milliards, ça fait à peu près 300 millions d'euros. Les 10% qui reviennent aux habitants de Mandji, ça représente donc 20 milliards de francs CFA, à peu près 30 millions d'euros. Vous imaginez si cet argent avait été investi correctement chaque année, ce qu'on peut faire avec 30 millions d'euros? Au bout d'une décennie, 300 millions d'euros? Mais il y a clairement de quoi en faire des petits Dubaï. Et là, je ne parle que sur une décennie. Depuis combien de temps exploite-t-on ces ressources naturelles au Gabon? C'est au moins depuis les années 60. Y a-t-il des choses qu'on peut toucher, des infrastructures qui existent, qui puissent justifier que ce pays est une terre riche et stratégique pour le monde? Quel est le visage, par exemple, de Ngamba, où Shell a exploité le pétrole? Port-Gentil, qui est la capitale économique, capitale du pétrole par excellence. Franceville, qui est pourtant le siège même de la province présidentielle, vu que Omar et Ali Bongo sont tous issus de cette province-là. Est-ce que vous avez des infrastructures routières dignes de ce nom à Franceville? L'une des seules avancées qu'on pouvait reconnaître au régime précédent d'Omar Bongo, c'était que si dans le reste du Gabon, les provinces n'étaient peut-être pas construites, mais au moins à Franceville, la route était bonne. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, c'est en train de péricliter. Amanda ou Comilog fait des centaines de millions d'euros, quoique apparemment Amanda Comilog investit pas mal dans la zone. Mais ça en reste tout de même une petite bourgade d'un pays reculé du tiers-monde. Sans même parler de chez moi, Mayumba, où on exploite également du pétrole, mais où les gens vivent dans la misère. Au-delà de toutes ces villes de province, quid de Libreville qui est pourtant la capitale? Vous allez à Abidjan, vous comparez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui à celle de 2010, c'est le jour et la nuit. Tu fais 6 mois sans aller à Abidjan, à Bouaké ou à Korogo, tu te perds tellement le développement galope. L'acte de ce Gabonais est grave. Il contrevient à la loi, mais il a des circonstances atténuantes. Avant de poser cet acte insensé, il a appelé le préfet du département ainsi que le commandant de brigade pour leur remonter ses injustices. Il a reçu une fin de non-recevoir. Imaginez le désarroi de quelqu'un qui a tout essayé, qui est fatigué de souffrir. À chaque fois qu'il cogne à une porte, elle lui reste fermée. Mettez-vous un peu à sa place. Personne pour te rétablir dans tes droits, toi et ta communauté, et le sentiment de crier dans le désert. Et pendant que toi, tes conditions de vie sont catastrophiques, d'autres roulent en Rolls-Royce Cullinan ou en Tesla Model S en plein Libreville. Des voitures qui coûtent des 500, des 600, des 700 000 euros. Encore que, vous me dites, c'est des capitaines d'industrie qui font leur argent très bien. Mais pour la plupart, c'est des dignitaires et des fonctionnaires. Et ces voitures ou ce train de vie, ils ont la capacité de pouvoir le financer en mettant tous ces gens-là dans la pauvreté et la misère. C'est l'argent de ces gens qu'on prend pour pouvoir vivre à 300 à l'heure ou aller se faire soigner à Londres en avion privé. C'est l'argent de ces gens qu'on prend pour se créer une nouvelle résidence dans les beaux quartiers de Libreville où on vous dit qu'il y a une petite unité médicale où c'est le top du top. Pourquoi
donner toujours le sentiment qu'il y a des Gabonais de différentes castes sociales. Les castes, normalement, c'est en Inde. Les citoyens gabonais sont égaux, égaux devant la loi et égaux devant les dividendes des richesses que produit ce pays. Je vous mets d'ailleurs un extrait de la vidéo que ce jeune a tournée pour expliquer son geste. L'entreprise mange cet argent et ne veulent pas lorsqu'on essaie de revendiquer ce qui doit nous revenir de droit. Ces entreprises ont signé des partenariats avec le département dans le cadre social. Ils doivent accompagner les riverains, les populations qu'ils ont trouvées, dans des projets tels que l'éducation, la santé, le travail et le financement parfois de certaines bourses. Mais malheureusement, nous ne voyons pas cela. Les politiques viennent, ils implantent leurs entreprises et gèrent le travail à bricole, où ils payent les gens quand ils veulent, 5 mois, 6 mois après. Tout ça, les gens doivent accepter. Que quelqu'un te fasse travailler pendant 6 mois, il ne te paye pas, tu dois l'applaudir et quand il vient te payer, il te donne 1 mois sur les 6 mois qu'il te doit. Ça, ce sont les hommes politiques de notre département. Et leurs entreprises est venue supprimer le peu que nous avions même déjà obtenu avec ces sociétés. Les soins. Ils ont récupéré le social. Nous n'avons plus rien. Plus de dispensaires, plus d'écoles. Et dans la zone dans laquelle nous vivons, toutes les rivières sont polluées. Nous n'avons pas d'accompagnement en eau. Aucune pompe hydraulique ou villageoise même n'existe dans le village. Pas d'électricité. Pourtant, eux-mêmes, ils s'alimentent à travers le gaz depuis leur station. Et nous sommes à quelques kilomètres d'eux. C'est vraiment regrettable. Pendant que bon nombre de personnes essayent d'avoir une bonne vision élargie. Donc tout récemment, j'ai appelé le préfet de Mandji pour vouloir lui expliquer un peu la situation, essayer de voir comment on pouvait aborder le sujet. Mais le préfet n'a même pas voulu m'écouter. Il m'a juste menacé. Il a raccroché. Le commandant de brigade de même. Tout ça parce qu'eux aussi ils sont sous la ouette des hommes politiques à cause des pots de vin. La situation du Gabon est à mon sens préoccupante. Je ne sais pas pourquoi j'ai le pressentiment que c'est le calme avant la tempête. Tu as cet événement en début de semaine, on abat donc un jeune Gabonais comme si c'était un sanglier de brousse. Quand le forcené est désarmé, pourquoi l'abattre? Ne pouvait-on pas le neutraliser autrement? Un tir dans une zone non vitale n'était pas plus judicieux que de tirer plusieurs balles dans le thorax? Dans d'autres pays, ce type d'acte a fait lever des révoltes. Rappelez-vous de la Tunisie et de l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, ce jeune vendeur ambulant de fruits et de légumes dont la marchandise avait été confisquée par les autorités injustement, et par cet acte, il voulait crier son ras-le-bol et le fait qu'il était oppressé continuellement par la corruption des forces de l'ordre. Et ce qui se passe ailleurs, un jour finira par arriver chez nous. Les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Et on dirait que je ne suis pas le seul à être autant inquiet et à penser que la situation du pays est volatile. La misère, le bilan inexistant du régime en place, il y a un bruit de fond qui n'aura besoin que d'une étincelle pour créer une explosion. Et ce que je dis, je ne suis pas le seul à le penser, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Parce que quand vous voyez les actes que le régime pose, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de fébrilité et limite de doute dans leur camp. Le changement du nombre de tours aux élections, on était à une élection à 2 tours. On est revenu à un seul tour. Donc il te suffit de récolter le plus gros suffrage, donc même si ce n'est que 25%, ton premier challenger à 24,90%, tu es élu président ou député. Élu par une minorité de votants, mais élu quand même. Ils ont accepté d'être illégitimes
du moment qu'ils restent au pouvoir. C'est grave quand même. On ne peut pas tout sacrifier sur l'autel de leur maintien aux affaires. Il faut croire que ce recul démocratique ne suffisait pas pour les rassurer. Parce que pas plus tard que la semaine dernière, ils ont changé la loi électorale en plein processus, supprimant des pratiques qui étaient jusque-là des gages démocratiques. Pourquoi changer la loi électorale dans la précipitation? Parce que oui, ça a bien été dans la précipitation. La modification a été annoncée au journal de 20h un jeudi. Le lendemain, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et le tour du Sénat est arrivé un samedi. Un jour où ces institutions ne siègent en général pas du tout. Et le dernier argument qui me fait penser qu'ils ont peur, c'est ce reportage de Gabon Télévision qui nous apprend le 21 juillet que la garde républicaine, unité d'élite, véritable armée dans l'armée, a reçu des mains du président de la République lui-même, en personne, la livraison de nouveaux blindés anti-insurrectionnels. Ouvrons ce journal avec les 4 nouveaux engins blindés légers pour le groupement blindé d'instruction de la garde républicaine. La remise officielle des 16 engins a eu lieu hier sur la place d'armes du GBI, événement présidé par le chef suprême des forces de défense et de sécurité, Ali Bongo Ondimba. Reportage. Sur la place d'armes du GBI, 4 engins blindés légers. La toute nouvelle acquisition du groupement blindé d'intervention de la garde républicaine. Résolument inscrit dans la trajectoire des armes modernes, l'AML 90, en dotation aujourd'hui à la garde républicaine, est un engin blindé à 4 roues. Sa capacité d'emport est de 3 hommes en configuration de combat. Au cours de cette cérémonie solennelle, le président de la République, en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, a reçu symboliquement les clés des engins. La garde républicaine ailleurs ne sert qu'à défendre les bâtiments institutionnels et pour la parade. Mais nous, au Gabon, c'est une armée dans l'armée. Et ces matériels ont été achetés à la France, qui a hésité à accepter le contrat, craignant que ces blindés soient utilisés en cas de répression policière. Il faut croire que leur mort n'a pas duré bien longtemps. Business as usual. De toute façon, ils nous ont habitués à énormément de cynisme. Eux, c'est les affaires qui comptent. Ils mettent un peu en avant qu'ils ont des valeurs humanistes qu'on cherche, ce n'est qu'à la bouche. Parce que quand il faut faire de l'argent, on n'a pas de difficulté à s'asseoir dessus. Et puis même, comment pouvez-vous m'expliquer, comme je vous le disais, que la garde républicaine est la seule unité de l'armée gabonaise à avoir autant de dotations, autant de formations et d'entraînement? Ailleurs, je le répète à nouveau, la garde républicaine ne sert que pour la parade et la protection des bâtiments institutionnels. C'est ça sa mission. Mais au Gabon, elle est une brigade de maintien de l'ordre, une brigade contre les orpailleurs illégaux. Enfin, à quelle heure la garde républicaine doit combattre les orpailleurs illégaux? Que fait la gendarmerie ou l'armée de terre? Et donc, de tous les fléaux qu'il y a dans ce Gabon, ce n'est que contre les orpailleurs que la garde républicaine devait donc se doter d'une nouvelle brigade. Est-ce à comprendre que le régime a des intérêts dans l'exploitation de l'or? Excusez-nous de nous interroger, parce que vraiment là, je cherche à comprendre. Et pour finir, cette vidéo que j'ai vue sur la page de Geoffroy Libeka Fungula, mention spéciale d'ailleurs pour lui parce qu'il fait un travail incroyable. Ce monsieur est un juriste qui conteste systématiquement les lois injustes ou le non-respect des règles par le gouvernement. Il va très souvent dans les ministères déposer des courriers d'interpellation ou des recours à la Cour constitutionnelle. Il est à la tête du COPIL citoyen, c'est l'association, l'espèce de mouvement qui avait été créé pendant le Covid pour contester les reculs de liberté que le gouvernement avait fait prendre au pays. Et ce mouvement servait aussi à coordonner des actions sociales et de soutien aux populations démunies, parce que l'État avait annoncé être au soutien de ces populations, mais on n'a absolument rien vu. Sans la générosité et la solidarité des Gabonais eux-mêmes, certains d'entre eux, pendant ces 6 ou 9 mois qu'a duré le Covid, mais qu'est-ce que je raconte? Au Gabon, ça a quasiment duré pendant 2 ans. Il y avait des couvre-feux qui faisaient en sorte que les gens qui avaient des activités donc de bar ou qui travaillaient la nuit, ils étaient contraints et forcés de trouver d'autres solutions, voire de rester à la maison. Ça a créé un chômage et une misère sans nom. Et n'eût été, comme je vous le disais, la solidarité des Gabonais. Il fallait pas attendre le soutien du gouvernement. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, l'État gabonais est dans l'incapacité de réagir. On a comme l'impression que les seuls fonds qui sont disponibles,
pour payer les fonctionnaires, quand il reste quelque chose, les boursiers, et quand il reste encore quelque chose, les retraités. Parce que forcément, c'est les moins dangereux en cas de contestation ou de manifestation. Et donc ce qui fait que on a comme l'impression qu'on gère notre État à flux tendu. Tout va pour les frais de fonctionnement, pour entretenir le régime et son élite. Quand il survient un cas de force majeure, on est le bec dans l'eau. Et donc, n'eût été le copil citoyen, la période du Covid, elle est très compliquée pour de nombreuses personnes. Et Geoffroy Fongoulal Libeka a fait prendre au copil citoyen un virage politique. Il a fait irruption sur la scène nationale depuis 3 ans et depuis, il est aux premières loges. Sur sa page donc, que je vous invite à aller checker de temps en temps, j'ai vu ce témoignage qui m'a ahuri. On va regarder ça ensemble. Bon, donc là, on est avec David pour la situation en fait dans les plateaux, hein, en présence des futurs honorables, parce qu'il est important que chacun ici, appelé à devenir député, s'imprègne justement de la situation et des réalités de nos concitoyens. Donc David, on te passe la parole. Ok, merci Geoffroy. Je commence par me présenter. Herman David Kavugu. Je suis communicateur de formation, QHSE, et je suis actuellement responsable de la gestion des risques et catastrophes au niveau de la Croix-Rouge gabonaise. Je suis gabonais, et comme dit la constitution gabonaise en l'article 1er dans le préambule, alinéa 21, tout Gabonais a le droit de protéger la patrie et la constitution. Et qui parle de protéger la patrie, la première chose qui fait de nous des patriotes, c'est d'avoir une terre. Et lorsqu'on n'a plus de terre, on devient apatride. Alors, si je dis ces mots aujourd'hui, c'est parce que de manière un peu cavalière, nous avons été informés qu'il y avait une société dont nous ne connaissions pas le nom au départ. Nous pensions que c'était le groupe Olam. Et nous avons commencé à chercher des informations parce que cette société s'est implantée dans les plateaux pour vouloir faire une plantation d'eucalyptus. Nous nous sommes mis à chercher des informations sur l'eucalyptus. Nous nous sommes rendus compte que c'était une plante très dangereuse. Dangereuse parce qu'elle est hydrophile. C'est une plante qui consomme beaucoup d'eau et qui n'a pas besoin d'être importée chez nous. Et lorsqu'elle est plantée, elle se met en concurrence avec toutes les plantes du milieu qu'elle finit par détruire. Et pour le cas de figure des plateaux, nous avons appris en discutant avec Monsieur John, l'un des responsables du cabinet qui fait l'étude d'impact environnemental pour Sequoia Plantation, que les 2/3 de la superficie des plateaux Batéké ont été cédés à Sequoia Plantation pour une durée de 99 ans. Imaginez ce que ça signifie, 99 ans. Donc, les populations de plateau ne pourront plus vaquer à leurs occupations. Nos mamans ne pourront plus faire leur plantation. Ça veut dire que les populations de plateau seront parquées comme du bétail dans une zone et devront demander l'autorisation à Sequoia d'aller là où ils veulent aller. Et nous nous sommes insurgés en disant non, nous n'avons pas de terre de rechange. C'est la terre de nos ancêtres et nous avons le devoir de la protéger. Et pour cela, nous sommes prêts à laisser nos vies pour pouvoir protéger nos terres. Nous ne sommes pas des extrémistes. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de faire l'extrémisme contre nous. Parce que ceux qui se mettent à vendre nos terres aux étrangers sans nous demander, la terre est un bien commun. C'est ainsi que nous venons vers le copil citoyen pour dire voici le problème qui est le nôtre. Ce n'est pas le problème d'une partie du Gabon, c'est le problème du Gabon tout entier. Et ce que les gens ne comprennent peut-être pas encore, l'eau Onza est produite dans les plateaux. Si l'eau Onza est produite dans les plateaux, Sequoia utilisera beaucoup de pesticides pour pouvoir produire ces arbres. Et la terre dans les plateaux est friable, ce qui fait que les nappes souterraines seront très vite touchées. Et quand les nappes seront touchées, nous, on aura tous des problèmes. Et le goût également prend sa source de ce côté. Cette plante étant hydrophile, ça veut dire que le goût prendra un coup de main. Donc Sequoia est une société du groupe GESES. Et vous imaginez ce que ça représente. Nous disons non à l'installation de cette plantation qui dit elle va venir apporter 2000 emplois. À quel prix? Ce sont des emplois précaires
qu'ils apporteront à ces populations. Et là encore, ils vous diront qu'ils vont installer une caserne de pompiers. Je me pose la question de savoir, le Gabon est un pays qui vit sous insuffisance alimentaire. Pourquoi ne pas venir cultiver des produits alimentaires si c'est pour le bien des Gabonais? Parce que chaque année, le Gabon dépense plus de 300 milliards pour importer des vivres. Donc nous disons non aux plantes qui n'apportent rien. Planter des attangatiers, planter des avocatiers et tout ce qu'on peut consommer, nous dirons oui. Nous sommes tous pour des projets de développement, mais pas pour des projets qui viendront rendre nos terres arides. Ce sont ces mots que j'avais à dire ce jour. Merci. Si tout ce que ce monsieur dit est vrai, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Comment est-on arrivé au point où Olam, donc aujourd'hui G16, qui est une société singapourienne, comment est-elle devenue l'État dans l'État au Gabon? Donc, G16 gère le port, l'aéroport. Ils ont des centaines de milliers d'hectares dans plusieurs provinces pour exploiter les VA. Soit dit en passant, est une culture qui appauvrit la terre à un point que une fois qu'ils sont passés, on ne peut plus rien faire pousser ensuite. Et guess what? On les a installés justement dans les provinces les plus fertiles. Est-ce que là, il n'y a pas volonté de nuire? On est dans l'incapacité de s'auto-nourrir. On dépense chaque année 300 milliards de francs CFA pour acheter des denrées alimentaires, principalement au Cameroun. Et nos terres fertiles, on les donne à Olam, donc à G16, pour de la culture des VA, faisant ainsi en sorte que nos capacités de terres arables soient diminuées. Et tout ça pourquoi? On est en train de mener une politique limite de la terre brûlée. Pour le coup, ça porte bien son nom. Numéro 2. Comment peut-on accorder des concessions à une société pendant un siècle? Un siècle, les gars? Mais que nous font les dirigeants actuels? Ça va clairement compromettre les générations futures. L'argent qu'ils vont recevoir en contrepartie de ces concessions, dans 10 ans, mais 10 ans c'est même beaucoup, peut-être même qu'il n'y a déjà plus rien. Quand vous connaissez la propension du régime à dilapider l'argent public, il n'y a peut-être déjà plus rien. Et ça veut donc dire qu'on va se retrouver amputé d'une partie de notre territoire, parce qu'une société donc est en train d'exploiter le sol, le sous-sol, ils sont en train de polluer les cours d'eau, les nappes phréatiques. Mais les gars, c'est grave. Comme l'a dit ce monsieur qui témoigne, l'eau Anza que tout le Gabon quasiment boit part du Haut-Ogooué. Si ces sources sont polluées, que le Goué, qui est peut-être l'une des plus grandes richesses du pays, donc ce fleuve nourricier qui passe quasiment par toutes les provinces, si ce cours d'eau est pollué, mais le Gabon va mourir. Comment les gens vont-ils se nourrir? Les revenus de la pêche disparaîtront. Mais si moi, un petit rigolo dans le nord de la France, ai assez d'intelligence pour voir toutes ces incohérences et toutes ces causes graves qu'on est en train de courir, mais nos dirigeants qui sont soi-disant des gens très intelligents, qui ont des backgrounds incroyables, qui ont fait de grandes études, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et numéro 3, dernière question, non seulement on leur donne des concessions d'un siècle, mais en plus, ils ont l'entre-gens nécessaire, vu qu'ils sont le plus gros propriétaire terrien du pays, de faire nommer des gens à eux dans l'organigramme du gouvernement et même de la présidence de la République. Ngangan Gupta, le patron de G16, il a l'entre-gens nécessaire de faire en sorte que, au cabinet du président de la République, le directeur de cabinet soit un ancien de G16, et donc il a fait nommer l'un de ses bras droits, un de ses hommes de confiance, à ce poste stratégique. Et cette nomination est faite pour qu'il puisse ventiler les informations rapidement et les besoins de G16 au président de la République, afin qu'il fasse en sorte que les décisions et les signatures soient obtenues avec diligence. Partout où les Gupta sont passés, c'est comme ça qu'ils procèdent. En Afrique du Sud, ils ont été à l'origine d'un scandale d'État. Scandale qui a fait tomber le président Jacob Zuma et éclaboussé toute la classe politique sud-africaine, dévoilant leur propension à la corruption. Et Jacob Zuma a même été enfermé pour ça. Les Gupta infiltrent le régime, et ils infiltrent le régime pour justement être en capacité d'avoir des parts de marché importantes, de pouvoir décrocher des marchés juteux, des marchés d'État, ou avoir des facilités pour s'installer, des exonérations d'impôts. Et quand vous voyez ce qui s'est produit en Afrique du Sud, qui est pourtant un pays développé, on s'interroge de leur méthode au Gabon, qui est déjà à la base un pays où on aime le désordre et où les gens ne sont pas trop contre le mangement et les combos.
Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cette actualité. J'ai décidé de tourner cette vidéo vraiment au pied levé. Ce matin, en me levant, je suis tombé sur cette information en scrollant sur les réseaux sociaux. Il était important pour moi qu'on en parle. Donc la vidéo qui devait sortir ce soir, attendez-la pour mardi, maximum mercredi, en fonction de comment j'avance sur le montage. J'attends vos avis en commentaire. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, on pourra en discuter dans les DM, donc soit Facebook, Instagram, Twitter, SWDcrypt. Si vous me trouvez trop alarmiste, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à les partager, je lirai et je répondrai quasiment à tout le monde. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, une très bonne journée, en fonction de quand vous voyez cet épisode. Je vous dis donc à plus tard dans la semaine. C'était votre GSW, peace out.